Ce matin au Radio-Journal, à la veille de la cérémonie d'ouverture, les organisateurs des Jeux olympiques congédient le grand responsable de l'événement. Le Canada dans le peloton de tête de la vaccination du G20 pour la vaccination. Les tranches de population qui étaient très, très contentes de se faire vacciner, elles sont allées beaucoup. Et la biopharmaceutique canadienne Medicago prend du retard dans son essai clinique pour un vaccin. Ça a été impossible de recruter plus d'individus avec les programmes de vaccination. Bonjour, ici Bruno Larose. Quelques mois après la démission du président du comité organisateur des Jeux de Tokyo parce qu'il avait tenu des propos sexistes, nouveau départ important. À moins de 24 heures de la cérémonie d'ouverture, le grand responsable de l'événement est congédié. Je joins à Tokyo le journaliste sportif Robert Frozy. Robert, qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? Écoutez, le directeur artistique, c'est carrément le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, c'est Kentaro Kobayashi. On lui reproche en fait d'avoir fait une mauvaise blague sur l'Holocauste il y a quelques années. Et comme un malheur n'arrive vraiment jamais seul, eh bien il faut rajouter, il y a quelques heures, la démission de Keigo Oyamada. C'est lui qui avait composé l'un des thèmes de la cérémonie d'ouverture. Là encore, rattrapé par son passé, il avait été accusé de maltraitance auprès de ses camarades de classe et notamment des camarades handicapés. Robert, la cérémonie d'ouverture, c'est demain. Ça s'annonce bien différent des autres cérémonies du genre. D'ailleurs, seulement quelques athlètes canadiens vont défiler sous le drapeau. Oui, une cérémonie avec un concept uni par l'émotion. On dit qu'on va beaucoup parler de cette bataille contre la pandémie, mais pas de public, ça on le sait maintenant, pas de public étranger, pas de public japonais, et puis quelques dignitaires seulement qui vont se déplacer, dont Emmanuel Macron dans une rencontre qu'il avait déjà prévue avec le Japon, et puis 30 à 40 athlètes seulement de la délégation canadienne qui vont être triés sans doute en bulles sportives pour éviter la contamination, et ça sera de même pour les autres pays. Robert Frozy, notre envoyé spécial aux Jeux de Tokyo. Merci beaucoup, Robert. Au revoir. C'est comme la fable de La Fontaine. La tortue a finalement rattrapé le lièvre après un départ plus lent comparativement à d'autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Canada a rattrapé le temps perdu au début de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Il figure maintenant parmi les meilleurs élèves du G20. Gabriel Proulx est avec nous pour en parler. Gabriel, c'est bien, mais le Canada devra faire d'autres efforts pour rester sur le podium. En effet, le Canada se trouve en deuxième rang derrière le Royaume-Uni dans la vaccination complète de sa population. Mais est-ce que ça va durer? Si on regarde de plus près au niveau des provinces, les experts en santé publique notent une perte d'engouement pour la vaccination. Voici la médecin conseil à la direction de la santé publique de la Montérégie, Maryse Guay. Les tranches de population qui étaient très, très contentes de se faire vacciner, elles sont allées beaucoup. On est dans une période de vacances. Les gens ont d'autres choses à penser. Aussi, on voit qu'il y a moins de cas et les personnes qui restent à vacciner, c'est des gens qui sont un peu plus hésitants. Et cela dit, l'experte convient que les initiatives mises de l'avant par Québec, comme la vaccination dans les parcs ou la loterie, ça peut effectivement convaincre les plus indécis. Et Gabriel, la vaccination connaît aussi des ralentissements en Alberta. Et ce serait dû aux positions du gouvernement de Jason Kenney, explique le professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary, Jean-Christophe Boucher. La narrative employée par le gouvernement Kenney a mis l'accent sur la liberté individuelle, a mis de côté toute allusion à un passeport vaccinal, ce qui fait en sorte que dans une large mesure, tous les gens qui ne sont pas fait vacciner en Alberta ne voient pas d'effets négatifs. Et en Alberta, les retards en vaccination touchent également les 18 à 39 ans. Merci, Gabriel. Merci. La biopharmaceutique québécoise Medicago prend du retard dans l'essai clinique de son vaccin contre le coronavirus. La phase 3 est plus compliquée que prévu, notamment puisque le recrutement des candidats nécessaires est plus compliqué. Devant le succès de la campagne de vaccination au Canada et aux États-Unis, l'entreprise doit maintenant recruter à l'étranger. Guylaine Bussière a plus de détails. Medicago a reçu 173 millions du gouvernement canadien pour développer un vaccin contre la COVID-19. Mais l'entreprise peine à recruter les 30 000 personnes nécessaires à la troisième phase de l'essai clinique. Brian Ward, médecin conseil chez Medicago. C'est très difficile à ce moment de gérer une étude de phase 3. En réalité, nous avons cessé le recrutement au Canada, aux États-Unis et en Angleterre parce que ça a été impossible de recruter plus d'individus avec les programmes de vaccination. Comme d'autres centres de recherche canadiens, le CHU de Québec est partenaire dans ce processus. Le chercheur Marc Dionne confirme
confirme que le recrutement n'a pas eu le succès espéré. On a recruté peut-être le quart de ce qu'on voulait recruter au Québec. Dans les dernières semaines, Medicago a donc décidé de se tourner vers l'Amérique du Sud. La compagnie se dit optimiste. Il reste toutefois 10 000 participants à recruter. Une situation qui risque de retarder l'homologation d'un éventuel vaccin que la compagnie avait pourtant promis pour l'automne 2021. Maintenant, on parle de la fin de l'année. L'usine de Medicago à Québec devrait être en opération en 2023. D'ici là, les vaccins seront produits dans ces installations américaines. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Le gouvernement Legault a tranché, il n'y aura pas d'usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. Plusieurs années après le dépôt du projet, le ministère de l'Environnement juge finalement que le projet de GNL Québec ne respecte pas son plan de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Si plusieurs groupes de défense de l'environnement se réjouissent de l'annonce à Saguenay, la nouvelle est accueillie tièdement. On écoute la mairesse de la ville, Josée Néron, suivie du député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault. C'est évident que pour Ville de Saguenay, je vous dirais pour l'ensemble du Québec, la décision, elle est décevante. C'est quand même un projet qui aurait permis la création de plusieurs emplois, des retombées économiques très intéressantes pour la ville. Pour nous, on passe à autre chose. Du développement économique, on en veut au Saguenay, on en veut au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on va s'assurer que ça se passe chez nous. C'est une décision qui s'impose à elle, une décision qui est responsable. Maintenant, il faut regarder tout de suite vers l'avenir. La décision se base sur un rapport défavorable du Bureau des audiences publiques en environnement, rendu public en mars dernier. Le BAP estimait alors que les risques associés au projet dépassaient ses avantages. L'armée canadienne arrivera en renfort pour prêter main forte aux pompiers du Manitoba et de la Colombie-Britannique qui combattent des feux de forêt qui font rage dans ces provinces. Devant l'ampleur des brasiers, la Colombie-Britannique a décrété l'état d'urgence et forcé l'évacuation de plus de 16 000 résidences. Nantou Soumaoro a préparé ce qui suit. La saison des feux de forêt apporte son lot de difficultés, dit le Premier ministre John Horgan, et notamment des défis économiques. Il indique que le secteur forestier sera ralenti par les brasiers et que les prix du bois d'œuvre ont même déjà atteint des sommets historiques. Le Premier ministre ajoute que le secteur de l'agriculture est lui aussi bouleversé, et John Horgan déplore un début de saison complexe pour certains agriculteurs. Pour ce qui est de l'industrie du tourisme, John Horgan reste cependant confiant. Selon lui, les touristes venaient malgré l'état d'urgence dû à la pandémie et en dépit de ses appels à ne pas le faire. Un autre défi dans l'esprit des autorités est celui de protéger la vie de ceux qui ne veulent pas quitter leur propriété, même sous ordre d'évacuation. C'est le cas de Robert 5 Mars qui réside à 70 Mile House, non loin du brasier de Flat Lake, dans la région de Caribou. S'il tombe un étincelle dans le cours, c'est plus facile, on le voit. Robert 5 Mars indique qu'il a mis en place une routine. Toutes les 2 heures, il vérifie son terrain de 2 hectares et il le garde trempé pour s'assurer que les flammes ne pourront pas s'en emparer. Ici Nantou Soumaoro, Radio-Canada, Vancouver. Le sommet national sur l'islamophobie se tiendra aujourd'hui. Le premier ministre Justin Trudeau doit participer à ce rendez-vous qui vise à mettre en place des mesures concrètes pour lutter contre l'islamophobie au sein de la société canadienne. Le porte-parole de la table de concertation des mosquées de Québec, Boufelja Benebdallah, insiste sur l'importance de l'événement. On s'attend à ce qu'on brasse les idées, à ce qu'on mette la table, au moins pour une première fois, afin que les différents paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, puissent prendre acte de cette folie meurtrière contre une communauté de foi, qui est une communauté musulmane, et qu'on puisse faire des propositions, des suggestions pour améliorer la situation. Le Conseil national des musulmans canadiens a déjà fait parvenir une liste de 61 recommandations politiques pour les élus en prévision du sommet. La Norvège commémore aujourd'hui les attentats perpétrés par un extrémiste de droite il y a 10 ans jour pour jour à Oslo et sur l'île d'Utoya. Un homme de 32 ans avait fait exploser une bombe près du siège du gouvernement en tuant 8 personnes. Déguisé en policier, il avait ensuite ouvert le feu lors d'un rassemblement de la jeunesse travailliste. Cette fois-là, 69 personnes étaient mortes, des adolescents pour la plupart. La première ministre norvégienne a déclaré lors d'une première cérémonie que le pays avait fait d'immenses progrès en 10 ans en matière de sécurité et de lutte contre les extrémistes.